On était encore interrompu. Vous m'entendez? On continue? Vous m'entendez? On continue? Très bien. OK, parfait. On était interrompu encore une fois, en connexion à l'algérienne. Alors, le thorax, donc on est arrivé à l'auscultation. La présence d'un épanchement pleural se traduit par une baisse des murmures vésiculaires à l'auscultation. L'épanchement péricardique, c'est l'assourdissement des bruits du cœur. Donc, présence d'un épanchement pleural, c'est la diminution des murmures vésiculaires. Épanchement péricardique, c'est assourdissement des bruits du cœur, c'est-à-dire on n'entend pas ou on entend à peine les battements cardiaques. L'examen exhaustif de l'abdomen, on fait une palpation à la recherche d'une irritation péritonéale, c'est-à-dire une défense abdominale, contracture ou une douleur du cul-de-sac de Douglas au toucher rectal. La présence de l'épanchement intrapéritonéal donc, se diagnostique par la matité à la percussion des flancs ou le tympanisme, la matité, voilà, matité ou tympanisme à la percussion. L'empattement douloureux des faces lombaires qui témoigne de traumatisme de l'appareil rénal. On doit compléter l'examen par le toucher rectal, donc qui met en évidence la présence soit d'un saignement ou d'une brèche carrément ou plaie du périnée qui est très grave et qui nécessite une prise en charge rapide. On met une sonde gastrique et on apprécie l'aspect du liquide gastrique et celui des urines. Examen du pelvis, donc c'est un examen très important qu'on a tendance toujours à négliger, à passer à côté. On recherche une douleur, une mobilité anormale à la pression des ailes iliaques. C'est-à-dire, le patient qui est allongé, on fait une pression douce sur les deux crêtes iliaques et on note la présence ou pas d'une mobilité anormale des crêtes iliaques, c'est-à-dire qu'ils sont détachés, qu'ils se basculent en arrière ou en bas. Rechercher également les complications urologiques. Vous savez, la rupture de vessie, donc la clinique ou tableau clinique de la rupture de vessie, c'est la présence d'une hématurie, c'est-à-dire du sang dans les urines, absence de miction carrément, qui est associée à une défense hypogastrique ou un empattement suspudien. On doit mettre rapidement une sonde vésicale après avoir éliminé bien sûr la présence d'une plaie urétrale associée. Rechercher la présence ou non d'une rupture urétrale qui se manifeste par une urétroragie, c'est-à-dire un écoulement du sang spontané à travers le méa, présence d'un globe vésical ou et un hématome périnéal. Dans ce cas-là, on est obligé de mettre rapidement un cathéter suspudien. Il ne faut surtout pas sonder le patient. Rechercher les lésions anorectales par un toucher rectal. Donc, on inspecte bien le périnée et on fait un toucher rectal à la recherche d'une présence ou pas du sang. Examen des membres. Donc, on doit palper chaque segment osseux et le mobiliser et mobiliser toutes les articulations à la recherche de luxation ou de fracture, passer inaperçu au premier examen. Un examen vasculo-nerveux détaillé de tous les membres. Après avoir terminé l'examen clinique donc complet, on passe aux examens paracliniques. On commence toujours par une biologie comportant groupage résus, une FNS, un bilan d'hémostase TP, TSTCK, ionogramme, gaz du sang, calcémie, troponine à la recherche d'une confusion cardiaque, attention surtout, et les autres examens en fonction des antécédents du patient et des signes cliniques. L'imagerie, on commence toujours par une radiographie du thorax, un rachis cervical et une radiographie du bassin. C'est le bilan radiologique standard. Échographie abdominopelvienne à la recherche d'un épanchement péritonéal ou fracture ou hématome hépatique ou splénique, ainsi que la présence ou non de l'épanchement pleural ou péricardique. On fait une poussante abdominale et on examine aussi les cul-de-sac pleuraux à la recherche d'un épanchement pleural. L'examen le plus performant, c'est le scanner complet du corps. C'est ce qu'on appelle le body scan.
L'examen des extrémités céphaliques à la recherche d'une fracture de la face ou embarrure qui sont mieux diagnostiquées sur le scanner, bien sûr, mieux que la radiographie simple du crâne. Un hématome intra ou extradural, des contusions cérébrales, hématome ou œdème cérébral. Donc le rachis qui recherche surtout les fractures et les luxations des vertèbres. Thorax à la recherche d'une rupture des gros vaisseaux ou une rupture trachéobronchique, œsophagienne ou diaphragmatique. Et examen scanographique de la cavité abdominale à la recherche d'une rupture hépatique, splénique, pancréatique, rénale ou vésicale. Vésicale surtout parce que le diagnostic est mal posé à l'échographie. On demande aussi un ECG à la recherche d'une contusion myocardique, un épanchement péricardique, donc l'ECG on trouve un microvoltage, ou un angor fonctionnel. Échographie cardiaque aussi en cas de suspicion de contusion cardiaque ou dissection traumatique de l'aorte intra-péricardique. Et si une radiographie qui montre une rupture diaphragmatique, on voit clairement l'ascension de l'estomac dans le thorax, donc avec la sonde gastrique dedans. Vous le voyez bien ici, la sonde gastrique. Donc, un ASP objectivant un pneumopéritoine, c'est un croissant gazeux sous la coupole diaphragmatique droite. Ainsi, ici, on note aussi la grisaille diffuse qui témoigne de l'hémopéritoine. Volet thoracique sur le scanner. Vous voyez ici donc la première, deuxième, troisième et quatrième côte. C'est une fracture étagée détachant carrément une partie de la cage thoracique. Un pneumothorax gauche, ici vous voyez nettement la trame pulmonaire. Par contre là, on voit uniquement une clarté. Donc c'est un pneumothorax gauche compressif avec une déviation médiastinale. Vous voyez ici la silhouette cardiaque qui est complètement refoulée à droite. Toujours à la phase aiguë, c'est-à-dire prise en charge, la première prise en charge de la première à la troisième heure, on commence pour la thérapeutique par des mesures générales, donc pour suivre le remplissage, monitorage horaire de la durée, quantification exacte, monitorage de la pression veineuse centrale à l'aide d'un capé central. Le problème qui se pose ici, c'est l'hierarchisation des lésions, c'est-à-dire savoir prendre à temps l'urgence la plus grave. Donc, on commence par l'hémostase des gros vaisseaux artériels en premier lieu si le patient présente une hémorragie extériorisée. Traitement des lésions thoraciques, cardiaques et respiratoires. S'il y a un hémothorax, donc on doit drainer en urgence. Donc, si le drainage maintenant ramène une quantité supérieure à 200 cc par heure ou une quantité d'emblée supérieure à 1000, là, on se trouve obligé de faire rapidement une thoracotomie d'hémostase. C'est-à-dire, on ouvre le thorax, on explore et on traite les lésions. L'hémopéricarde compressif, donc qui donne un tableau d'insuffisance circulatoire avec une insuffisance cardiaque droite urgescente des jugulaires. Diagnostiqué généralement par une échocardiographie. On commence toujours par une fonction sous-xiphoïdienne comme on a expliqué tout à l'heure. Si échec, on passe au drainage chirurgical. Pour le drainage chirurgical, c'est le même principe, sauf qu'il se fait au bloc opératoire sous anesthésie générale. Donc, on met un drain carrément dans la cavité péricardique, d'abord par voie de Marfan. On fait une petite incision parasternale inférieure de 2 cm. On dissèque les différents plans jusqu'à ce qu'on arrive au péricarde. On met un drain dedans et on le garde pendant 24 à 48 heures et on l'enlève 48 heures après. On doit réduire les luxations, assurer l'hémostase des organes pleins tels que la rate ou le foie. Lésions spléniques, c'est la splénectomie. Les lésions hépatiques, c'est en fonction de l'importance des lésions. Il peut être un traitement non opératoire si le patient est stable. Si le patient donc, présente des perturbations hémodynamiques importantes, rebelles aux mesures de réanimation, là, on sera obligé d'opérer. Le traitement chirurgical varie du simple packing jusqu'aux résections hépatiques, selon la gravité des lésions. Pour les lésions neurochirurgicales, l'urgence la plus fréquente, c'est l'hématome extradural.
C'est un saignement intracrânien. Donc, devant l'apparition ou l'aggravation rapide des signes neurologiques ou installation de signes de focalisation, là, c'est l'intervention chirurgicale en urgence après réalisation d'un scanner. On fait ce qu'on appelle les trous de trépan. On met une sonde d'aspiration et on aspire le sang. Donc, constituant cet hématome, on met après un drainage. On le garde 24 heures, puis ablation du drainage s'il ne ramène rien. Réparation des ruptures diaphragmatiques au bloc chirurgical, bien sûr, ainsi que les plaies des organes creux. Donc, demain, c'est des urgences chirurgicales. Maintenant, les urgences orthopédiques. Si le patient présente des fractures du bassin, on fait ce qu'on appelle une traction à l'aide d'un corps qui mesure à peu près ou qui pèse le 1/10 du poids du corps. Si la lésion est grave et instable, malgré la traction de la fracture, on met ce qu'on appelle la fixation externe du bassin. Donc, c'est au bloc chirurgical, on met un fixateur qui permet de stabiliser la fracture. Si la situation hémodynamique est toujours instable, donc si on dispose d'un plateau de radiologie interventionnelle, on fait ce qu'on appelle l'embolisation artérielle. Si échec de la traction du fixateur externe, là, la laparotomie en urgence s'impose, c'est-à-dire la prise en charge chirurgicale. On met d'abord et on fait un tamponnement pelvien, c'est le principe du packing. On met des gens à l'intérieur de la cavité pelvienne pour comprimer le vaisseau qui saigne en attendant la prise en charge orthopédique correcte. Si le patient présente un globe vésical avec une rupture urétrale, on fait la cystostomie chirurgicale, c'est-à-dire un méa urétral pubien. On ne peut pas faire passer une sonde gastrique, on évacue les urines à travers une ouverture vésicale suspubienne. Exploration et parage des plaies, donc, pour but hémostatique et préventif des infections. On ne peut pas laisser les plaies ouvertes, on doit les prendre en charge, donc par un parage d'abord aux salles de soins, puis un parage chirurgical, c'est délabrement important. Fixation externe des fractures ouvertes, réparation artérielle et aponeurotomie après fixation du squelette. Donc la réparation artérielle doit être faite au moins 6 heures après l'accident. Il ne faut pas dépasser le délai de 6 heures. Fixation chirurgicale des fractures fermées des os lents, ostéosynthèse ou immobilisation plâtrée, et pose d'un capteur de pression intracrânien pour surveillance de lésions neurologiques. Concernant cette prise en charge, l'idéal c'est de réaliser le traitement définitif de toutes les lésions pour ne pas avoir à y revenir plus tard dans des conditions plus délicates. Donc, on traite une fois pour toutes les différentes lésions. Voilà. Après la phase de réanimation précoce de la première à la 3e heure, on passe à la réanimation donc à partir de la 3e heure jusqu'au 3e jour. Donc, c'est la phase primaire, toujours précoce. On complète le bilan donc clinique par un examen clinique complet. Un bilan complémentaire morphologique comprenant donc une radiographie complémentaire des membres de contrôle, TDM des régions donc traumatisées de contrôle, un monitorage cardiovasculaire de contrôle et biologie complémentaire selon le bilan lésionnel secondaire et les antécédents du patient. Pour les mesures thérapeutiques de cette phase, c'est-à-dire de la 3e heure au 3e jour, on commence une prévention antitétanique, vaccination, sérum antitétanique, l'antibioprophylaxie, surtout quand on a des fractures ouvertes ou des plaies, nutrition hypercalorique et hyperprotéique, surtout pour les patients brûlés, la prévention des ulcères de stress par les inhibiteurs de la pompe à protons, anticoagulation préventive, surtout pour les patients donc, présentant des fractures ou des lésions viscérales graves. Les urgences ici sont prises à la première phase, c'est-à-dire les lésions viscérales graves, les hémorragies, doivent être prises en charge à la première phase, de la première heure à la 3e heure. Prise en charge des lésions secondaires, donc les lésions intracrâniennes qui ne sont pas très urgentes,
Les lésions oculaires et maxillofaciales, après donc d'avoir réalisé un scanner pour un bilan lésionnel plus précis. On prend en charge aussi les compressions médulaires par lésions rachidiennes et toutes les autres lésions viscérales, non urgentes, c'est-à-dire différées. Ce sont les urgences différées. Maintenant, la phase secondaire, c'est la phase de régénération, du 3e jour au 8e jour. Le but de la prise en charge à cette phase, c'est de passer la phase critique du 3e au 5e jour, assurer la réparation des lésions et éviter donc la survenue d'un syndrome de détresse multiviscérale ou de détresse respiratoire. Pour cela, on fait un bilan, donc surveillance intensive de l'ensemble des fonctions vitales, donc un scanner cérébral de contrôle si le patient présente un traumatisme crânien, une échopeur si le patient présente une contusion myocardique, un bilan hépatique, rénal, et les autres en fonction du bilan lésionnel et des antécédents du patient. Le traitement pendant cette phase, donc traitement médical toujours continué, le remplissage vasculaire si le patient est toujours choqué, ventilation et oxygénation si le patient présente une détresse respiratoire. Le but, c'est d'avoir une saturation en oxygène supérieure à 60 et une saturation en gaz carbonique qui est normale. Contrôler la coagulation, donc il ne faut surtout pas oublier le traitement anticoagulant. Le traitement chirurgical à cette phase, donc c'est le traitement des lésions qui n'ont pas pu être traitées à la phase aiguë et des complications évolutives. Par exemple, évacuation des hématomes infectés, si le patient présente un hématome au regard de la cicatrice chirurgicale ou un hématome du scalp infecté, donc on doit l'évacuer. Parage des lésions nécrotiques ou infectées si le patient présente une nécrose secondaire cutanée, donc là on fait le parage et la nécrectomie. Et traitement des foyers infectieux. Les gestes secondaires, c'est le traitement des pertes de substances telles que les brûlures, traitement des fractures des membres supérieurs et modification de certains montages orthopédiques. Par exemple, les patients qui ont présenté des fractures des membres et ont nécessité l'immobilisation par des simples attelles, par exemple plâtrées, là, on peut les opérer à partir de J3. On fait un traitement réducteur chirurgical définitif, mise en place de plaques au lissage, traitement définitif des fractures de la face. La phase tertiaire, et c'est la dernière phase, c'est ce qu'on appelle la phase de réhabilitation, donc à partir du 8e jour. Cette période permet de juger le pronostic définitif, c'est-à-dire on juge le pronostic du patient à partir du 8e jour. Donc, le patient peut soit présenter donc, un syndrome de détresse respiratoire ou de détresse multiviscérale. Là, c'est le pronostic fâcheux ou le rétablissement progressif permettant la thérapeutique finale et définitive par des greffes osseuses ou des lambeaux musculo-cutanés. Cette phase se caractérise également par le sévrage de ventilation, le passage en unité d'hospitalisation classique et le début de la rééducation. Donc, c'est à cette phase qu'on peut juger le pronostic évolutif du patient, c'est-à-dire soit il évolue bien ou il décompose, et là, c'est le pronostic fâcheux. Voilà. En conclusion, on peut dire que la prise en charge d'un polytraumatisé ne se conçoit qu'avec une équipe entraînée qui fera la part entre mise en condition indispensable et les impératifs d'une chirurgie urgente démontable. Voilà. Donc, en conclusion, il faut garder en tête que le polytraumatisé, c'est un traumatisé grave qui nécessite une prise en charge rapide, logique et efficace. On commence toujours par la prise en charge de la détresse circulatoire en premier lieu, puis la détresse respiratoire et la détresse neurologique. Donc, il faut traiter d'emblée, c'est-à-dire instaurer un traitement définitif des lésions pour ne pas y revenir après.
avec, dans un état plus précaire, c'est-à-dire le patient aura un état général plus altéré, l'état de choc plus avancé, donc il vaut mieux traiter efficacement et rapidement le patient. Voilà, on a terminé notre cours. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Merci à vous. Pas de questions. Donc, il faut savoir regarder l'algorithme de prise en charge, c'est ça le plus important. Il y a la prise en charge sur le lieu de l'accident. Donc, d'abord, avant l'arrivée de l'équipe médicalisée, par les personnes présentes aux côtés du blessé ou par les passagers donc, ou les voyageurs à côté. Sinon, bah, il y a la prise en charge à l'hôpital. Il faut toujours éliminer les urgences, savoir faire le tri entre patients nécessitant une prise en charge chirurgicale rapide et les patients qui peuvent attendre jusqu'à l'accomplissement des examens cliniques et paracliniques. Voilà. Merci, allez, bon courage. À la prochaine séance, Inch'Allah.